Bonjour, merci d'être venu en cette, hélas, dernière après-midi du festival. Écouter donc cette table ronde consacrée à l'énergie du désespoir. Voilà, ça nous donnera l'occasion, comme vous l'aurez deviné, de nous interroger sur la notion d'énergie et de désespoir. Mais surtout, ça va nous donner l'occasion d'écouter trois auteurs, discuter ensemble et discuter peut-être de la façon, enfin certainement même, de la façon dont des crises essentielles, des crises qui sont à la fois historiques comme la guerre de 14, des crises intimes et existentielles comme l'absence d'un être, ou alors des crises qui sont des crises à la fois sociales, politiques et des crises de l'image comme les attentats, comme l'attentat du Bataclan du 13 novembre 2015. Comment ces événements-là, ces crises, peuvent-elles être dites, pensées, représentées, vécues et, si j'ose dire, survécues? Donc, pour en parler, nous avons donc de gauche à droite Laurence Campa. Laurence Campa, donc c'est Colombe sous la lune, votre livre, c'est votre premier roman, je crois. Vous êtes également une spécialiste du grand Guillaume Apollinaire. Et je ne dis pas uniquement cela parce que j'aime beaucoup Guillaume Apollinaire, mais je dis aussi cela parce que votre livre est nourri de poésie, on aura l'occasion d'en parler. Donc en quelques mots rapidement, Colombe sous la lune, c'est la Grande Guerre, ce sont les tranchées, c'est la boue, la violence, mais c'est aussi en parallèle ou en juxtaposition un monde rêvé, un monde imaginaire, un monde dans lequel vit, se réfugie le personnage. Donc, une façon d'envisager la guerre un peu sous un double prisme et un texte qui n'est pas sans évoquer certains des grands livres sur la guerre de 14. Je pensais en particulier en lisant à Thomas l'Imposteur parfois. Nous avons aussi Claire Gondor avec nous. Claire Gondor, donc, c'est pour votre premier roman, c'est ça aussi? Le cœur à l'aiguille. Cœur à l'aiguille, joli titre, intrigant, tout aussi intrigant que peut l'être le résumé que je vais vous livrer en 2-3 lignes rapides et un peu expéditives. C'est un livre sur l'absence de l'être cher, et cette absence est compensée par la protagoniste, Layla, qui va tisser une robe de souvenirs, tisser une robe de mots, littéralement, puisqu'elle va utiliser des fragments de lettres, des lettres, même des post-it, que lui a envoyé l'homme qui est absent. Elle va l'utiliser pour en faire ce costume-là, cette robe, ce vêtement. Donc un livre qui touche au rapport organique, au rapport intime qu'il peut y avoir entre d'un côté l'écriture, de l'autre l'absence, et puis comment on relie, comment on retricote, comment on renoue, comment on recoud à l'aiguille. Aiguille qui peut aussi percer et faire mal, mais on aura l'occasion d'en parler. Et enfin, Adrien Genoudet. Alors, Adrien Genoudet, c'est pour L'étreinte. Alors, votre livre, L'étreinte, donc, il s'agit du 13 novembre 2015, du Bataclan, mais il s'agit peut-être surtout de la façon dont on peut se représenter, dont on peut se figurer un événement tel que le 13 novembre 2015. Comment le penser ou, pour mieux dire, comment le voir, à travers quelles images le voir, que nous disent les images, d'où viennent-elles, comment circulent-elles, comment on se les approprie, Oui, désolé, c'est la fin la fin du festival. Comment on se les approprie et peut-être aussi comment on va se situer soi-même par rapport non seulement à cet attentat, mais à celui qui en fut un des protagonistes, Salah Abdesmed, puisque le livre est aussi une adresse à ce personnage, donc, qui était un des acteurs principaux de l'événement. Et dernière chose sur votre livre, avant donc d'entamer la tournée des questions, c'est aussi un livre qui est un livre sur les images et qui va donc présenter, et on aura l'occasion d'en parler, des images dans le corps même du texte. Donc voilà grosso modo. Alors peut-être justement Adrien, je vais commencer par votre texte. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont un événement aussi grave, un événement d'actualité, un événement qui a été relayé par les infos, par l'actu, etc. Vous choisissez entre autres pour en parler le biais du conte. Revient souvent cette formule, il était une fois. Et donc il était une fois, c'est évidemment une question qui en implique une autre, plus qu'en filigrane, c'est celle de la croyance. Comment croire à cet événement-là? Pourquoi avoir choisi ce mode du conte, ce mode du « il était une fois » qui instaure tout de suite un pacte de croyance particulier avec le lecteur?
Alors, en fait, la question a été au départ de se poser face à l'événement et d'essayer de mettre en place une sorte de dispositif pour que le narrateur puisse, à un moment donné, justement, et tu as dit le mot, s'approprier l'événement. S'approprier l'événement, c'est important pour moi que tu le dises. Tu parles aussi d'approprier les images. C'est exactement ce qui me semble en jeu, c'est-à-dire rendre propre. Et la question a été de se poser cette question de de s'approprier l'événement, s'approprier plusieurs manières de faire pour s'y confronter. Et le premier a été de se dire que face à l'événement, il y a eu une sensation de ça a eu lieu, qui est le propre de l'histoire, mais surtout une manière qu'il va falloir ensuite le rattraper par plusieurs fils narratifs, plusieurs récits. Et ce qui s'est passé, c'est que confronté à l'événement, le narrateur, mais évidemment qui me traverse, a été porté tout d'un coup par un désir de se reconfronter à ses peurs d'enfance. Et les peurs d'enfance sont évidemment pour moi liées très vivement au conte qu'on me lisait. En particulier à Barbe Bleue. Et en particulier à Barbe Bleue. Mais aussi à tous des jeux qui traversent l'enfance, le cache-cache, etc. C'est-à-dire, au départ, ça a été de mettre à plat tous ces éléments qui lient la sidération de l'événement en tant que jeune adulte, et de l'autre côté, la peur entretenue de l'enfance qui se mêle en fait dans de très nombreux récits, évidemment, que l'on nous raconte, que l'on nous partage, et qui finalement nous forgent aussi, et qui construisent peu à peu, je pense, une sorte d'armature narrative pour se confronter en fait à sans doute beaucoup d'autres moments dans une vie qui sont des drames qui peuvent être personnels, mais évidemment aussi des drames qui peuvent être historiques et collectifs. Et donc il y a eu l'idée de prendre en main, mais aussi de se l'approprier, voilà, de se rendre propre ces récits de l'enfance pour essayer de venir accompagner le narrateur et finalement le diluer dans la langue. Et alors le Il était une fois est venu assez rapidement. Il était une fois, c'est quand même ce qui ouvre le conte, et c'est ce qui aussi est le propre de sa rédemption. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il n'y aura qu'une fois. Il y a quelque chose qui est dès le départ dans le conte, de l'ordre de la caresse à l'enfant. On le rassure, ça n'a été qu'une fois. L'histoire que l'on va vous raconter, elle peut être dramatique, mais il n'y a eu qu'une fois. Et je répète, c'est le propre aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, on l'a pas dit, mais j'ai une formation d'historien, et le propre du récit d'histoire, la propre d'être historien, c'est d'à un moment donné comprendre qu'en effet, ça a eu lieu une fois, et d'essayer de le détricoter, de le comprendre, de s'en approcher. Comprendre l'inévitable d'une certaine façon. En partie, oui. Oui, tout à fait. Alors cette question justement d'un rapport à l'histoire, du rapport particulier à l'histoire et de cette appropriation dont nous parlions, c'est aussi quelque chose qui est très sensible dans votre livre, Laurence Cantor. Et j'évoquais le conte là. On pourrait parler, donc il y a la figure de Colombe qui revient. Il y a également une femme qui est citée qui s'appelle Sélénée. Sélénée, c'est la lune, c'est l'astromide, c'est l'astre des magiciennes. Est-ce que vos personnages tentent précisément de faire un petit peu ce qu'a décrit Adrien Genoudet avec d'autres moyens, d'autres formes, mais de s'approprier ce qu'ils vivent, qui est donc la grande boucherie 14-18, à travers précisément des filtres ou des prismes qui sont empruntés au conte, à la fantaisie? Je ne sais pas si c'est une question d'appropriation, là, pour le coup. C'est plutôt une question de survie mentale, d'évasion. Je me suis demandé à quoi rêve-t-il, en fait. Voilà. Et à quoi rêve-t-on quand on est dans une situation extrême, difficile? Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'on a encore la capacité à le faire? Et de quoi on rêve? Et le rêve n'est pas forcément un rêve merveilleux, positif. Ça peut être un cauchemar, ça peut être une rêverie, ça peut être une dérive, ça peut être un délire, une hallucination. Et donc en fait, ils vivent les choses, mais ils les vivent toujours comme s'ils essayaient de s'abstraire, de se protéger en fait, dans une sorte de demi-songe. Mais après, ça provoque un conflit, parce que quand on ne peut pas être toujours dans le rêve, il faut parfois qu'on agisse, surtout dans ce genre de situation. Et puis quand on agit, quand on est dans l'action, eh bien, le rêve reflue, ou alors peut-être parfois le rêve vous mène à agir. C'est ce qui se passe au début. C'est-à-dire que c'est parce qu'il rêve qu'il entre en guerre. Donc c'est aussi le rêve comme moteur, en fait. Ce qui nous fait avancer, et puis les illusions.
Il vaut mieux perdre ses illusions que pas en avoir du tout, je pense. Voilà. Le rêve, disiez-vous, plus précisément, vous employez le terme de rêverie, cette espèce d'état un peu secondaire, comme Oui. ça. Oui, oui. Un peu l'état dans lequel on est quand on se réveille, on va dire, ou on s'endort. C'est-à-dire une espèce d'état de veille, justement, où les pensées nous traversent et on ne sait plus très bien si ce sont des choses qui arrivent, qui sont arrivées dans la journée, ou dont on a envie qu'elles arrivent, ou alors qui sont arrivées avant, et puis on imagine d'autres choses aussi. C'est tout ce flux qui nous traverse et qui... Enfin, moi, c'est un état que j'aime bien, personnellement. Voilà. On est dans le réel et en même temps, on est un petit peu ailleurs. Et ils ont besoin de ça pour pouvoir agir. Et parce qu'ils sont d'un tempérament rêveur. Je crois que tous les gens qui ont un tempérament rêveur comprendront très bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de s'échapper. Et dans des situations extrêmes, justement, qui ne sont pas forcément des situations de guerre, mais qui peuvent être des situations violentes, brutales, comment notre esprit arrive à survivre, en fait, et à se protéger et à s'échapper pour pouvoir ensuite faire face. Alors justement, cet état intermédiaire dont vous parlez, cette espèce d'entre-deux entre le rêve et la réalité, qui est la rêverie, c'est aussi un état qu'on retrouve non pas sous les espèces de la rêverie, mais qu'on retrouve chez vous, Claire Gondor. Cette robe que tisse Layla, cette robe que va coudre Layla en 56 morceaux, 56 fragments, c'est une façon de combler un manque, de remplir un manque. C'est une façon à la fois de désigner une absence et en même temps d'y remédier. Est-ce que c'est ainsi que vous aviez envisagé cet objet, cette image qu'est la robe, comme un objet un petit peu paradoxal qui désigne à la fois une absence et tente de la combler? Oui, tout à fait. L'aiguille et le fil, la matière première du papier, vont permettre à Layla, de façon tout à fait paradoxale, à la fois de faire ressurgir les images de l'absent, et donc de creuser l'absence, mais dans le but d'y remédier, de recoudre les morceaux éparpillés. Voilà, j'envisageais l'absence dans la vie de mon personnage, Layla, comme une déflagration qui a tout émietté, qui a tout dispersé. Et quelle solution lorsqu'on est ainsi dispersé, sinon recoudre et il fallait, à mon sens, que Layla creuse sa blessure, mais jusqu'au bout. Enfin, voilà, on ne peut pas se permettre l'approximation. C'est comme en chirurgie. Je peux être chirurgienne, j'y connais rien, mais enfin, j'ai l'impression qu'il faut vraiment bien nettoyer, bien creuser avant de recoudre. Et là, c'était un petit peu la même chose. Il fallait aller jusqu'au bout de la tristesse et de l'abattement pour espérer peut-être rebondir. C'est comme quand vous êtes sous l'eau, vous mettez un bon coup de pied sur le sol de la piscine et enfin vous retrouvez l'oxygène. Voilà, c'était un petit peu dans cette optique-là. Et la question qui traversait le roman, c'est vrai, au-delà de l'absence, c'est comment on se reconstruit, avec quels outils. Les outils, est-ce qu'on les trouve en soi? Y a-t-il des médiateurs? Quels sont ces médiateurs? Donc voilà, c'est un petit peu... Ce médiateur-là, donc, ce serait peut-être essentiellement le récit, parce que dans cette robe que coud peu à peu Layla, c'est aussi le texte qui va énumérer et égrener ces différents chapitres. Donc, est-ce que vous verriez le récit comme un de ces modes de construction, de reconstruction de soi? Oui, absolument. Il y a un parallèle évident, tissu, texte, enfin voilà. Cette robe qui est faite de papier, elle n'est pas faite de tissu, mais c'est tout comme. Finalement, ce sont les mots qui vont permettre au personnage, à Layla, de traverser le désert. Il est dit à un moment qu'elle est dans un désert. Et d'ailleurs, ce sont les mots du désert d'un poème que va lui confier sa tante. Donc là encore, il y a une médiation qui est faite par un personnage extérieur. Ce sont ces mots-là qui vont finalement lui permettre d'avancer et de dépasser cet enfermement. Elle est recluse dans son appartement, elle n'en sort pas, elle ressasse ses souvenirs. Et c'est quelques mots de poésie, ce genre qu'elle déteste et qu'elle n'a jamais compris, voilà, qui vont, de façon paradoxale, lui ouvrir un avenir. Alors,
ouvrir un avenir, c'est précisément peut-être tout l'enjeu de ton livre, Adrien, tout l'enjeu de ton livre, puisque la première phrase, je cite de mémoire, donc j'ai évidemment la tronquer, mais désormais nous savons que tout est à refaire. C'est bon, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Miracle. Désormais, nous savons que tout est à refaire. Alors, peut-être pourrais-tu rapidement donner le contexte de cette phrase, puisqu'elle est assez particulière dans la mesure où c'est une réponse à deux auteurs qui te sont très chers et à qui tu dédicaces ton livre. Et ensuite, peut-être revenir sur cet étrange paradoxe qui fait que le refaire est à la fois un constat face à un monde qui a sombré dans le chaos, qui a explosé, et en même temps, peut-être la marque d'une promesse, puisqu'il y a la possibilité de refaire, de reconstruire. En effet, la première phrase de L'étreinte, c'est « Nous le savons, tout est à refaire ». Désormais, nous le savons, tout est à refaire. Et cette phrase, elle est une sorte de reprise, enfin même de prolongement de la dernière phrase d'un texte de Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet qui s'appelait « Prendre date », qui était un petit livre qui avait été édité chez Verdier juste après les attentats de janvier contre Charlie Hebdo. Et ce texte mettait en place justement une alternance en fait des voix entre Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet, entre un écrivain et un historien, pour justement trouver un lieu par le texte qui, peut-être aussi par un échange quasi épistolaire, pour essayer de retrouver un moyen peut-être de pas seulement comprendre ce qui s'était passé, mais en effet trouver un lieu du soulagement, un lieu de l'apaisement en tout cas. Mais en même temps, ce texte était extrêmement les deux pieds, je dirais, dans le présent, les deux pieds dans le contemporain, profondément. Il l'était même à tel point qu'on n'était absolument pas dans une part fictionnelle, fictive. Et quand j'ai commencé à penser à écrire L'étreinte, très rapidement, il y a eu l'évidence que ce texte en était peut-être l'amorce, enfin, en tout cas, quelque part, le préambule. C'est très important, cette idée de se sentir qu'on peut se permettre, grâce à un texte qui précède notre propre texte. Cette permission, quasiment, que j'ai pu ressentir, qui m'a donné envie donc d'y aller profondément, d'avancer, mais très vite, cette idée qu'il n'était plus possible, avec une telle densité d'événements, avec une telle, sans doute, horreur qu'on a ressentie, et que j'ai ressentie bien évidemment, l'exigence presque de la fiction, très rapidement, qui s'est mis en place parce que il me semble encore que se confronter à cet événement, y faire face, demandait justement, et on en parlait là, de tisser, de retisser par le texte, par les images aussi, par un montage, par une dialectique, tout ce qui nous permettrait à un moment donné de nous y confronter. Alors après, la question de tu as dit reconstruction, c'est ça, le mot que tu as employé. C'est un problème du texte aussi, c'est que je ne le vois pas comme cela, justement. J'arrive pas à me dire que ce texte peut réparer justement quelque chose, peut reconstruire quelque chose. Par contre, en effet, cette phrase où on se dit désormais, nous le savons, tout est à refaire, ça veut dire justement, il faut maintenant qu'on se confronte à tous les récits qui traversent ces événements qu'on ne comprend pas assez, à refaire, c'est-à-dire reprendre constamment, réapprendre, retisser tous ces liens dont on a besoin, quitte à ce que certains cèdent, quitte à ce que tous ne donnent pas ou ne produisent pas le sens voulu, mais à un moment donné qui nous permettent d'approcher en fait le présent en tant que tel. Et tu as employé le mot d'avenir. Oui, clairement, il me semble que c'est par ces liens qu'on peut retisser, par des récits, par des images, par des fictions, par des narrations, face à des événements proprement réels, contemporains, qu'on peut peut-être un tout petit peu, même si c'est très difficile, légèrement contourer l'avenir, quoi. Voilà, je le pense comme ça. Merci. Alors, on reviendra sur la question de la densité des événements tout à l'heure, mais peut-être avant, j'aime bien cette idée d'être autorisé à écrire par un texte. Et Laurence Campa, il est difficile de ne pas songer aux grands textes de la guerre de 14-18. Lorsqu'on vous lit, on pense bien entendu à Ernst Junger, à Orage d'acier, je parlais de Thomas l'Imposteur, Éric Marais remarque, enfin la liste est longue. On pense également à de la poésie. Je cite par exemple un passage de votre livre, c'est à la fin, le personnage lit dans une bibliothèque et
à la clarté des lampes, il lisait des cartes marines, des livres d'estampes. On songe bien sûr à Voyage de Baudelaire pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes. Et ensuite, Alors que le monde est grand, à la clarté des lampes. Donc j'ai l'impression qu'il y a derrière ce texte toute une série d'autres textes qui tiennent, bon, bien entendu, à la culture de la lectrice et de l'écrivaine que vous êtes, mais est-ce que, comme l'a si bien décrit Adrien, est-ce que c'était aussi une façon pour vous de vous autoriser à écrire, une espèce de permission d'écrire sur la guerre de 14? Parce qu'après tout, il y a énormément de choses écrites déjà dessus. Ouais, c'est pas de l'ordre de la permission, c'est de l'ordre de la transgression. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, parce que surtout écrire un premier roman, quelle que soit son expérience antérieure, son âge, etc., c'est de l'ordre de la transgression. Parce que, pour des raisons qui peuvent être intimes, qui peuvent être sociales, etc. Et, pardon, je ne sais plus ce que vous m'avez demandé. Je vous ai demandé si les textes antérieurs que vous pouvez évoquer votre alors, en fait, tout était là. J'ai rien lu de particulier, en fait. J'ai même évité de lire des choses sur la guerre parce que c'était un univers qui m'était familier et que je connais bien, je crois, à tel point qu'il est devenu le mien, une espèce de deuxième vie, de vie parallèle. Et quand j'ai relu certaines choses comme Ernst Junger, justement, après avoir fini le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était remonté à la surface sans que je m'en aperçoive. Et il y a même parfois des lecteurs qui m'ont dit « Ah, mais je reconnais ceci ou cela ». Je suis désolée, je n'ai jamais lu. Donc, c'est aussi... je crois que c'est des questions de climat et c'est des questions vraiment des questions d'univers intime, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas convoquer forcément... Alors, vous pouvez les convoquer si vous voulez... convoquer des lectures identifiées, mais souvent il y a des choses qui sédimentent en vous, qui sont là, qui sont présentes et puis qui remontent à la surface sans que vous en aperceviez forcément, en fait. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est bon, alors comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fait la guerre de 14. Ce que nous en savons, c'est livresque. Moi, ce que j'enseigne, c'est l'ivresse, parce que je n'avais personne non plus pour me la raconter. Ce n'est pas du tout une histoire familiale, par exemple. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui me racontent que leur grand-père, leur père, leurs arrière-grands-pères racontaient ou ne racontaient pas, justement, se taisaient, parce qu'il y a des choses aussi qui sont difficiles à formuler. Moi, ce n'est pas le cas, en fait. Donc, c'est un héritage qui est un héritage imaginaire, un héritage littéraire aussi, et qui est un livre pour aujourd'hui. Il ne s'agissait pas du tout de faire une reconstitution historique en essayant de se prendre pour un ancien combattant, pas du tout. C'était vraiment se plonger dans cet univers-là et s'immerger et essayer de voir quelles sensations pouvaient s'exprimer, en fait. Mais des sensations qui sont branchées en fait sur du ressenti de maintenant, du ressenti actuel, du ressenti personnel. Une espèce de rêverie autour de cet univers, finalement. Oui, alors ça peut peut-être choquer de dire qu'on rêve dans la guerre, mais oui, on rêve dans la guerre, et puis on peut très bien, on peut aussi rêver, parce que pourquoi est-ce que cette guerre aussi, on me posait la question ce matin, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse toujours à cette guerre? C'est parce qu'elle a quelque chose de vraiment matriciel, c'est-à-dire qu'on en sent encore l'onde de choc, même si on n'a pas de lien direct. Et je pense que les attentats, ça va être pareil. Il va y avoir une onde de choc extrêmement longue. Et donc, en fait, ça peut nous toucher aussi, même si on n'a pas de lien avec cette guerre. Mais on peut avoir un lien avec une autre guerre si on regarde vraiment d'où on vient, que ce soit des questions de migration, d'origine, d'héritage. Il y a certainement quelque chose qui est né de la guerre quelque part autour de nous. Alors justement, cette question du prolongement, cette question des résonances, des répliques, comme on dirait dans un séisme, c'est précisément quelque chose qu'on retrouve, mais sous l'angle cette fois des littératures et des textes, dans votre livre Claire Gondor, à propos justement d'un poème arabe, de la poésie arabe. Votre héroïne Laïla
n'avait jamais pu se faire à la poésie. Elle le dit, elle le rappelle. Sa tante lui met dans les mains de la poésie arabe et elle remarque à un moment, n'empêche, comment ce texte écrit plus de 1000 ans avant pouvait-il la toucher autant? Par quel mystérieux processus les mots continuent-ils à irradier longtemps, à creuser leur galerie sous les siècles pour venir la rejoindre, elle, Laïla, à cet instant de sa vie et se ficher droit dans sa tête. Donc là aussi, on a aussi ce sentiment qu'il s'agit moins peut-être d'utiliser des textes pour ce qu'ils pourraient apporter, comme consolation immédiate, tout ce qu'on voudra, mais d'en ressentir des vibrations, des vibrations, une irradiation d'ailleurs. Oui, pour moi, c'est le grand mystère de la littérature, ce pouvoir des mots. Le mot qui peut faire vivre, qui peut aussi faire mourir, qui peut certes consoler et qui peut surtout toucher, donc toucher l'émotion, qui peut toucher le cœur. Et c'est un processus millénaire, souterrain, dont on ne perçoit pas tout le temps les effets. Il y a comme ça des récits fondateurs, des livres, on parlait de Matrice, qui nous constituent et qui vont nous toucher un jour ou l'autre sans qu'on sache trop pourquoi. Hasard, destin, voilà, qui peut le savoir? Et dans le cas de Laïla, effectivement, ce sont des textes qui rejoignent l'histoire de sa famille, qui a vécu l'exil. Et c'est une façon pour elle aussi, sans doute, de renouer avec ces racines-là qu'elle a plus ou moins perdues, élevées en France. Voilà. Donc, cet héritage extrêmement littéraire, la littérature persane, la littérature pré-islamique, c'est quelque chose c'est magnifique. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était presque par hasard d'explorer cette façon qu'a la littérature d'avoir un impact dans nos vies, de nous faire bouger, de nous mettre, oui c'est ça, de nous mettre en marche, en mouvement. Un livre, c'est pas mort, la parole est vivante. Ce qu'on se dit là aujourd'hui, c'est pas seulement des belles phrases, c'est pas seulement un métadiscours sur une œuvre déjà écrite. Enfin, je crois vraiment au pouvoir des mots. Enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais pour l'avoir expérimenté moi-même et pour en voir l'effet tous les jours, je crois vraiment que la parole a un pouvoir. On parle de parole performative, de plein de choses. Enfin, voilà, mais cette mise en mouvement de la parole, qui dit mouvement dit rythme, justement, et votre héroïne, Laïla, pour elle, la poésie, au départ, qu'elle prétend ne pas comprendre du tout, mais il y a quand même quelque chose qui la touche extrêmement, je vous cite là encore, « Seule la musique et le rythme propre du poème lui parlaient ». Peut-être que ce que vous décrivez là à l'instant, ce pouvoir du mot, cette puissance qui est littérature de mettre en marche, de mettre en branle, c'est quelque chose, oui, on change de terme maintenant, de mettre en mouvement. C'est peut-être quelque chose qui tient à cette puissance du rythme, cette puissance de la musique, à ce que Cicéron a pu appeler le chant obscur de la langue. Et en lisant votre texte, j'étais très frappé par l'importance que vous attachez non seulement aux images, on aura l'occasion d'en reparler, mais à l'importance que vous attachez au rythme, à la rythmique du texte. Je cite juste un exemple parmi tant d'autres. Cette robe couleur de jour, couleur de nuit, couleur de suie. Donc on pourrait vraiment le scander, on pourrait même l'accentuer. Pour vous, c'est quelque chose à quoi vous avez vraiment prêté attention, cette rythmique-là, cette musique du texte? Pour moi, c'est un préalable. Je viens un petit peu de la poésie, je viens de la nouvelle, je viens donc de la concision et de la densité, et j'attache une extrême importance au rythme, à telle enseigne que lorsque je faisais les relectures avec mes éditrices, je refusais certaines suggestions au motif que le rythme de la phrase allait changer et que ça ne me convenait pas du tout. Voilà, donc oui, c'est constitutif de mon travail d'écriture et je n'envisage pas d'écrire quelque chose sans rythme. Enfin, voilà. Et pour moi, on parlait donc des rythmes des phrases qui avaient touché Laïla, c'est de l'ordre de la percussion, quoi. C'est la percussion du sang dans les veines, c'est le rythme même de la vie. Voilà, c'est complètement organique, quoi. Une langue corps, en fait, en prise directe avec le corps. Alors justement, cette organicité, ça me ramène à la notion de totalité, d'ensemble, à quelque chose que vous évoquiez tout à l'heure,
Adrien, que tu évoquais tout à l'heure, Adrien, c'était la question du flux, de la densité. Effectivement, c'est un texte extrêmement dense. Les images, les références, la phrase elle-même est d'une très grande densité. On a le sentiment qu'il y a une simultanéité comme ça de strates, de couches superposées. Ça peut être l'image même de l'événement, la rêverie autour de l'événement, la réflexion sur le visage et la peinture, les images dont tu parles, les images qu'on voit dans le livre, le cinéma, et ainsi de suite. Et on a l'impression qu'il y a vraiment cette espèce de densité, de foisonnement. Pourquoi cette... Est-ce que c'était la volonté de montrer qu'un événement, c'est pas seulement un instant comme ça, une petite parenthèse, mais que c'est peut-être aussi quelque chose qui se déplie, qui comprend strate sur strate sur strate? Et je finis juste ma question. Peut-être pourrais-tu revenir aussi sur une photo qui comprend au moins 2 strates et dont tu parles. C'est la photo du Vélodrome d'hiver. Tu as dit beaucoup de choses finalement dans ta lecture là, du livre. Et finalement, je peux difficilement en dire beaucoup plus. C'est vrai que la manière dont j'ai dû confronter le narrateur et dont j'ai dû aussi, moi, dans l'écriture, me confronter à l'événement en tant que tel, a été d'essayer le plus possible, en effet, non pas de reposer à plat ces strates, parce que finalement, à ce moment-là, on pourrait le faire véritablement, je crois, éternellement, ce qui est le propre de toute parcelle d'histoire. C'est exactement ça, toute parcelle d'histoire, toute date, tout événement, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, à un moment donné, on peut la prendre, puis évidemment voir en fait les multiples couches qu'on peut soit analyser, mais soit aussi comprendre, qu'on peut essayer d'appréhender, etc. Alors évidemment, ensuite, dans le travail de littérature, il y a eu l'idée assez rapidement que je ne pouvais pas, en tout cas, j'ai pas réussi, peut-être que c'est d'ailleurs peut-être un problème, mais j'ai pas réussi en effet que ce soit simple. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à ce que je puisse travailler soit une phrase un peu plus blanche ou que je puisse dégager certaines images, certaines références, etc. C'est bien parce que j'avais nécessairement besoin de cette densité dont tu parles pour qu'à un moment donné, j'ai l'impression que le texte puisse, je ne sais pas si c'est être à la hauteur, mais en tout cas puisse me rapprocher de l'événement historique en tant que tel. Il y avait de ça. Ensuite, les images, évidemment, et ça fait peut-être partie, l'écriture par couche, ou du moins avec cette densité, vient en effet peut-être sans doute de mon analyse de l'image en général, qui est d'analyser ce que j'essaie d'appeler l'effervescence des images, c'est-à-dire la manière dont les images adviennent à un moment donné, sont soit créées ou autres. Ton travail de recherche, ça l'effervescence des images. Voilà, c'est mon travail de recherche. Donc il y a toujours une archéologie aux images, c'est-à-dire évidemment elles adviennent, elles sont créées, elles sont façonnées, elles sont ensuite aussi empreintes de discours, on leur fait dire des choses, on leur donne des significations, puis peu à peu, elles traversent justement le temps et donc elles se retrouvent dans plein d'autres destins, dans plein d'autres aussi situations d'expérience des images. C'est-à-dire évidemment un spectateur d'une certaine époque évidemment ne la voit pas de la même manière plusieurs années ou plusieurs siècles plus tard. Et cette manière dont les images, elles, traversent le temps et multiplient en fait, comme si elles laissaient une traînée derrière elles, une longue traînée de multiples couches, eh bien, c'est en gros ce que moi j'essaie de faire dans ma recherche, c'est essayer de voir comment cette effervescence-là peut être comprise dans le temps. Alors, l'image dont tu parles du Veldiv, elle est en effet, elle fait partie de ces images assez étonnantes qui très rapidement en fait a été attachée à l'image même symptomatique, symbolique, l'image archive, l'image trace du moment en fait où on a parqué des Juifs français dans le Veldiv avant donc la déportation. Puis, pendant de très longues années, justement, cette image, elle a été empreinte de cette identification, de cette identité visuelle. On a dit, c'est l'image du Veldiv. Et on s'est rendu compte, il n'y a pas si longtemps, en tout cas à la fin des années 90, que cette image disait quasiment autre chose, complètement une sorte de miroir brisé, un miroir renversé, vu que cette image qu'on a tant cru être l'image de la rafle du Veldiv est en fait une image qui a été prise justement en 1944 et que ce que l'on voit dans l'image, à proprement parler, le visible de l'image, ce sont ce qu'on a appelé des collaborateurs, qui ont été parqués au Veldiv par des résistants. Donc c'est quasiment tout l'inverse que l'on voit finalement. Et donc cette image qui
pendant des années a été l'image même de la rafle du Veldiv, devient une image maintenant absente, parce que cette image du Veldiv, elle est maintenant invisible, alors qu'on croyait la voir entre les mains. Et ce que j'en fais encore, parce que c'est ça la vie des images, c'est ça l'expérience des images, c'est ça l'effervescence même des images dans le temps, c'est que pour le Bataclan, cette image, c'est une sorte de flash pour moi de ce qui s'est passé quand tout le monde s'est retrouvé sur la pelouse au Stade de France, se regroupant. Ces manières dont on habite les images, dont les événements, dont on rejoue aussi les images qu'on nous a répétées, qu'on a beaucoup vues finalement. Voilà, tout ça, c'est, pour reprendre ton mot de densité, cette traînée que laissent les récits, les images, les événements. En effet, c'est comme s'il y avait de multiples couches, exactement comme on a en archéologie. C'est évident, hein, quand on fait une carotte archéologique et qu'on ressort et qu'on retrouve toutes ces strates. C'est une image très convenue, mais finalement, elle est tout à fait... elle est à la fois juste, à mon avis, quand on parle d'histoire, et je crois aussi qu'elle est juste quand on... Enfin, pour moi, pour le coup, quand on crée un travail... Enfin, quand on met en place un travail d'écriture. Voilà. Une image juste sur des images, donc. Peut-être, oui. Oui. Alors justement, parce qu'on parle d'images, et ça c'est un point commun entre vos trois textes. D'accord. Non, rassurez-vous, il revient. Alors Laurence Campa et Claire Gondor et Adrien, donc, un des points communs entre vos trois textes, c'est précisément l'importance attachée à l'image. Alors ça peut être donc la démarche qu'Adrien vient de décrire. Chez vous, Laurence Campa, ce qui est très très frappant, c'est que le point de vue de votre personnage, qui est le point de vue donc du rêveur ou du rêvasseur, si j'ose dire, c'est un point de vue qui image les choses. Il est fréquemment question de tableaux. Je pourrais citer je pourrais même citer un passage, ça donnera une petite idée. Nous observions en silence les éclats de lune sur le relief dilacéré du paysage, tableau que nous avions si souvent contemplé ensemble que je n'étais pas étonné d'être encore absorbé aujourd'hui. Donc il y a cette idée que le personnage va voir la guerre en partie à travers le filtre d'images qu'il va composer, et en partie également votre écriture sera aussi une écriture d'images, d'imagerie. Est-ce que cette création d'images, cette production d'images par une conscience plongée dans la guerre, c'est une façon peut-être de la mettre à distance, d'en émousser un peu ce qu'elle peut avoir de dangereux, de difficile, de cruel? Oui, probablement, mais c'est pas un livre sur la guerre, c'est un livre sur, comme je le disais tout à l'heure, sur l'illusion, sur toutes les illusions, y compris l'illusion romanesque. C'est un livre sur... la guerre est une sorte de paysage objectif, de décor, et donc les personnages sont comme au spectacle, mais c'est aussi... ils sont comme au spectacle, mais enfin, ils sont acteurs, évidemment, de ce spectacle. Et qui dit spectacle ne veut pas dire du tout passivité ou jouissance du spectacle, mais ça peut être aussi de l'ordre du mirage, une fois de plus, ou de l'hallucination. Ce qu'il y a aussi, c'est que, comme c'est un livre sur l'illusion, il y a toute l'imagerie qu'on a, en fait. Ce qui m'intéressait aussi, c'était quand on imagine cette guerre, par exemple, on l'imagine en noir et blanc, alors qu'en fait, forcément, les gens l'ont vécu en couleur. Mais on a que des images en noir et blanc. Et comme en plus c'est un climat justement en clair-obscur, avec beaucoup d'ombres chinoises, de contrastes, etc., forcément il ressort un peu en noir et blanc. D'ailleurs j'ai vu tout à l'heure l'interprétation qu'on a faite, que j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs, un artiste, Stéphane Moisan, qui l'a fait aussi en noir et blanc en fait. Donc c'est... il y a cette idée d'image-là. Et puis, en fait, on parlait tout à l'heure des lectures, mais il y a aussi le cinéma. Et il y a des images cinématographiques qui sont très présentes dans le livre et qui n'ont rien à voir avec la guerre de 14. Lesquelles, par exemple, si c'est pas indiscret? Si vous voulez une clé, il y a Fanny Alexandre de Ingmar Bergman, par exemple, qui est vraiment un de mes films cultes, donc rien à voir avec la Grande Guerre. Il y a les films de Schoendorfer, là on est dans une autre guerre, par exemple. Et puis peut-être parmi les choses les plus, les plus importantes, l'espèce de, justement, Adrien parlait de Flash, Apocalypse Now,
qui pour moi va bien au-delà de la guerre, qui est un film sur l'homme, quoi. L'homme et la femme, évidemment, sur la folie et sur le passage dans un autre monde, en fait. Donc ces images, elles sont là aussi. Et c'est les images qu'on se construit, en fait, c'est pas simplement un livre sur l'illusion, c'est un livre sur l'imagination. C'est un éloge de l'imagination. Quand on est dans l'histoire, on est dans les faits. On est dans ce qui s'est passé, dans ce qui est réel. Enfin, du moins, on l'espère. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconstruit pas des choses non plus. Et l'imagination, c'est comme disait Baudelaire, c'est la reine des facultés. C'est ce qu'on a de plus... avec le rêve, c'est certainement ce qu'on a de plus beau, de plus fécond et de plus libre. Qu'on soit écrivain ou qu'on soit autre chose. Et donc, l'imagination, c'est ce qui fabrique des images. Donc, les personnages se fabriquent des images, en fait. Et en plus, je suis persuadée que dans notre vie, nous voyons les choses, nous vivons les choses, nous voyons les gens, nous les croisons, nous leur parlons, mais nous fabriquons ces images d'eux. Et on projette des choses sur eux, on s'imagine des choses à partir de ce qu'on sait ou de ce qu'on a envie on a envie de croire aussi. C'est la même chose pour l'amour, non? C'est une forme de cristallisation sur les autres. Et puis après, parfois, on est déçu, ou on est content, on est surpris. On fabrique tout le temps des images, en fait. Sauf si on n'a pas d'imagination. Oui, donc l'homme n'est pas nécessairement, il est peut-être un animal social, c'est aussi un animal imaginateur ou imagineur. Et précisément, cette petite fabrique intime des images, elle a aussi lieu dans votre texte, Claire Gondor. J'ai en mémoire un passage très particulier qui m'a beaucoup frappé, mais je pourrais en citer d'autres. Il y a une façon de partir d'un détail, d'un souvenir. Le passage auquel je pense, c'est Layla repense à... Il s'appelle Dan. Elle repense à Dan fumant ses Marlboro. Donc c'est juste un petit geste. Il tient ses Marlboro, le bout incandescent à l'envers. Enfin, je ne sais plus trop comment il les tient. Et à partir de ce geste-là, elle va faire un peu comme Marcel Schwob dans ses vies imaginaires. Elle va en sortir une espèce de trait caractéristique et elle va reconstituer tout ce qu'elle appelle un emblème de Dan. Est-ce que c'était aussi un des enjeux du livre, montrer comment une mémoire fixe l'autre à travers un certain nombre d'images, à travers, en fabriquant des images, comme l'a si bien décrit Laurence Kampoff? Oui, le pouvoir du souvenir et de l'imagination, qui dans mon roman s'effectue à rebours, puisqu'il s'agit de passé. Donc, et cette idéalisation d'une histoire qui, somme toute, était banale, qui dit que Dan revenu ne se serait pas séparé au bout de 2-3 ans comme tant de couples aujourd'hui. Cette histoire-là n'avait aucun relief particulier. Des vies très, très modestes, très normales. Mais l'absence va enjoliver dans l'esprit de Layla tous ces petits instants quotidiens pour en faire des emblèmes, des blasons, quelque chose de caractéristique, d'unique, attaché à la personne de Dan, l'absent. Donc oui, il y a... Vous citiez le terme de blason. C'est que le blason, c'est aussi la forme poétique qui décompose des structures, si j'ose dire, le corps. Voilà, détail par détail. Et ça rejoint aussi l'idée de la robe. Chaque souvenir est lié à une lettre de l'amoureux qui a été envoyée. Et donc, ces lettres sont cousues à des endroits bien particuliers du corps. Telle lettre va être placée sur le ventre parce que c'est un souvenir de la fête foraine où elle avait mangé une barbe à papa, et donc le souvenir du sucre et de l'enlacement vient habiller le ventre. Telle autre lettre comme un pas japonais le long de la colonne vertébrale. Tout a un sens, mais on est vraiment dans c'est de l'ordre du détail, un élément qui va prendre valeur de quasi universelle dans l'esprit de mon personnage. Et voilà, je voulais aussi parler de cette puissance-là de la mémoire qui est un peu trompeuse, qui rejoint l'imagination. On finit par ne se souvenir plus que des belles choses, se souvenir des belles choses, ceci beau titre. Et on oublie le reste. Oui, on se souvient parfois de choses. On reconstruit des souvenirs aussi. Tout à fait, c'est une reconstruction, absolument. Oui. C'est pas parce qu'on se souvient que ça s'est passé. Ah non. Et dans l'esprit de Layla, c'est un petit peu ce qui se produit.
Oui, alors justement, cette coalescence de la mémoire et de l'image, Adrien, ça me ramène à un des personnages clés de ton livre. Et je crois en plus que c'est quelqu'un que tu connais très intimement, pas personnellement, ou remarque, je ne sais pas, tu me diras peut-être ton âge. Mais voilà, donc, alors rappelons rapidement le livre. Un des lieux essentiels du livre, c'est la place Albert Kahn, dans le 18e à Paris. C'est la place sur laquelle Salah Abdeslam a laissé sa voiture. Mais c'est aussi une place qui porte le nom d'Albert Kahn, quelqu'un dont le travail est au confluent justement de l'image, des images, même de la densité des images et de la mémoire. Peut-être peux-tu nous en dire quelques mots et surtout pourquoi figure-t-il de manière aussi massive, aussi importante dans ton livre ? Déjà, je vous prie de m'excuser pour mon absence rapide. Désolé, je ne vous ai pas entendu. Oui, je sais, je suis désolé. Oui, alors ça a été un personnage très important et c'était un personnage d'autant plus important que ça a été un des vecteurs de l'écriture. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que suivant une partie du parcours de Salah Abdeslam, ce terroriste donc du 13 novembre 2015, j'ai suivi son parcours du moment où il dépose en fait le premier en fait groupe de terroristes au Stade de France, puis il prend sa voiture, il monte jusque dans le 18e arrondissement et il gare sa voiture place Albert Kahn, c'est au niveau de la porte de Clignancourt, et il abandonne sa voiture à cet endroit-là et semble-t-il, évidemment, c'est complètement de l'ordre du fantasme que se fait le narrateur que de croire et d'espérer qu'à ce moment-là, il change d'avis. Et ce qui est important ensuite, à partir de là, c'est que Albert Kahn meurt un 13 novembre, mais d'une autre année, en 1940. Albert Kahn, en fait, ses dates sont 1860-1940, que je travaille sur les images, sur les archives de la planète qu'il a constituées. Je vais en dire deux mots. Et donc, Albert Kahn, cet homme-là qui finalement a justement cherché à construire des souvenirs, à nous construire des souvenirs par l'image, c'est assez fabuleux. Le projet était de... Donc, en deux mots, c'est un homme qui venait d'Alsace et puis qui a fait fortune très rapidement dans la banque d'affaires à Paris dans les années 1890. Et à partir de là, il a amassé une des fortunes les plus colossales en fait, d'Europe. Et cette fortune, assez vite, il a décidé de l'utiliser entièrement dans des actes philanthropiques, dont un assez important, qui a été celui de constituer ce qu'il a appelé les archives de la planète. Alors on était à un moment où l'importance en fait des archives commençait à naître. On est en pleine période positiviste en histoire. On a vraiment une sorte de conscientisation de l'archive, le fait d'amasser des éléments, de les enfermer ou de les clore dans des espaces. Et son idée est assez extrêmement moderne, c'est-à-dire qu'il fait un premier voyage autour du monde en 1908. Et en 1908, il décide donc de revenir en France et d'embaucher des dizaines d'opérateurs films et d'autochromes. Les autochromes, c'était les premières photographies couleur de l'histoire qui avaient été développées par les frères Lumière en 1906. Et donc, il décide de constituer une immense banque de données d'images du monde entier. Et que, dans son idée, c'est de nous construire nos propres souvenirs. Elles nous sont, et il le dit dans les quelques archives qu'on a encore aujourd'hui, il le dit clairement, ces images, elles sont pour l'avenir. Elles nous sont destinées, à proprement parler, pour... dit-il, et là on est dans une utopie, c'est vraiment l'utopie d'Albert Kahn à ce moment-là, qui est de croire, de penser profondément que si nous voyons les uns les autres, si nous sommes capables de voir les différences des peuples par l'image, donc par le film, il y a vraiment une conscience de prendre les peuples dans leurs mouvements, mais aussi dans leurs couleurs avec les autochromes, et que si on ne se retrouve face à ces images, eh bien on ne peut qu'à un moment donné voir nos différences, mais finalement nos différences qui nous assemblent, et donc évidemment s'opposer à toute situation de guerre, de conflit, etc. Parce que c'est un pacifiste chevronné, c'est un homme qui a été aussi très proche de Henri Bergson, Henri Bergson a été son précepteur, c'est quelqu'un qui a été baigné par cette pensée, qui en même temps se retrouve face au mur de 14-18 justement, et que derrière il y a ce désir de construire cette base de données visuelles qui pourrait servir à l'avenir à rassembler les autres par l'image. Et donc justement, travaillant sur ces images,
ce qui m'a sidéré, ce sont ces hasards de ces histoires qui font que cet homme qui finalement, Salah Abdeslam, comme le groupe avec lequel il était, finalement incarne justement le démembrement de notre idée de société, le démembrement de notre possible cohabitation, etc., eh bien, gare sa voiture, ou du moins échappe peut-être, ou change d'avis sur la place, la même nuit que cet homme, la même nuit que de la mort de cet homme. Voilà. Et donc, cette espèce de conflagration, de corrélation qu'offrent les événements, qu'offrent les histoires, quand justement on retrouve cette densité, peut-être voilà, que le mot va être fort, mais peut-être qu'on sauve quelque chose. Voilà. Alors, écoute, ça nous fournira une bonne conclusion pour cet entretien. Donc, voilà, peut-être qu'en conclusion, cette fameuse énergie du désespoir qu'on a abordée par des chemins buissonniers, c'est notre capacité à produire des images. Et comme toute énergie, elle peut être dangereuse aussi. On finira donc là-dessus. Je remercie Laurence Campa, Claire Gondor, Adrien Genoudet. Je vous remercie aussi.